bonjour, à tous. Je vais vous présenter, le modèle eFootprint que j'ai open sourcé, fin octobre et sur lequel, je travaille avec, des membres de Boavista, notamment, Youn, Book Alpha, aussi, Laurent Néjon et Tanguy Dramière sur les parties data. Je vous donnerai la liste des chantiers, à la fin. Je vais vous présenter rapidement au début, quel est, l'historique du projet, pourquoi, je l'ai développé, à quoi il sert et pourquoi, open sourcé aussi. Ensuite, je vais passer un petit peu de temps à rentrer, dans, un peu plus de détails sur les différents objets que permet, de manipuler, ce modèle. Donc tout ça sera des présentations, qui sont, pas du tout techniques, plus, conceptuelles de ce que permet, de faire eFootprint. Ensuite, je vais faire une petite, démo, pour le coup technique où, je vais vous montrer un peu dans le code, comment ça marche. Alors ce sera du Python, mais, pour les personnes qui ne font pas de code, ne vous inquiétez pas, ce sera du code, très simple. On va y aller, lentement et puis, enfin, bien sûr, vous pouvez m'interrompre à tout moment, si vous avez des questions, mais ça permettra de rendre le modèle un petit peu plus concret. Et puis, Youn va vous parler, de l'articulation entre eFootprint et le projet, EcoBenchmark et je conclurai sur, les next steps, pour le modèle. N'hésitez pas à m'interrompre, à n'importe quel moment, si vous avez des questions. Alors déjà, eFootprint, d'où ça vient? Pourquoi? Bon, moi je travaille dans une ESN, qui s'appelle Publicis Sapient. Je voulais avoir, enfin je voulais contribuer, à la lutte contre le réchauffement climatique, dans mon travail et donc, il y a quelques années, j'ai commencé à me poser la question des ordres de grandeur de notre bilan carbone, pour, connaître quels étaient nos leviers principaux, de décarbonation. Forcément, je me suis intéressé aux services, numériques, qui sont un sujet particulièrement complexe, quand on cherche à comprendre leur pollution, hein, comme vous le savez. C'est de la haute technologie, ça évolue très rapidement et puis, quand on prend le service numérique dans sa globalité, c'est quelque chose qui est en fait assez abstrait parce qu'un service numérique, certes, c'est des serveurs, c'est du stockage, c'est des terminaux utilisateurs, mais c'est aussi tout l'usage qui est fait de cette infrastructure avec potentiellement des parcours utilisateurs qui sont complexes, avec des usages qui varient dans le temps, dans différents pays, des décalages horaires, etc. Donc j'avais commencé à faire un petit modèle très simple qui disait un service numérique, c'est juste un serveur, un stockage, des laptops et des smartphones, et puis une certaine fréquence de visite. Et déjà, ce petit modèle qui était codé en Excel, il me permettait d'avoir des ordres de grandeur et qui m'ont convaincu très rapidement que pour une ESN comme Publicis Sapient, le bilan carbone était très probablement porté à plus de 90 voire 95 par les services numériques qu'on construit pour nos clients. J'ai donc commencé à travailler sur le développement de l'expertise d'éco-conception pour Publicis Sapient et avec toujours l'idée que je voulais pouvoir arriver sur le service numérique d'un client, qu'il soit existant ou à l'état de projet, et pouvoir avoir rapidement une description du service et des ordres de grandeur pour savoir où orienter les efforts. Donc j'avais besoin d'aller plus loin que le petit modèle très simpliste que j'avais fait avec Excel, mais je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas d'outils qui permettaient de faire ce genre de modélisation, que ce soit dans le domaine open source ou dans le domaine commercial. Pas que les outils existent pas, hein, bien sûr, on est bien placé pour savoir qu'il y a beaucoup de développement dans le domaine, mais un développement qui s'est plutôt concentré jusqu'à présent sur la mesure. Par exemple, un outil comme Scaphandre, il va nous donner une mesure sur des serveurs en particulier, mais les serveurs, c'est un aspect du service numérique et il manque, enfin ça va être complémentaire avec une approche de modélisation qui va permettre de mettre des hypothèses sur les endroits où on n'a pas encore de mesure pour avoir les ordres de grandeur et peut-être aussi prioriser la stratégie de mesure. Alors voilà, parce que Footprint n'a pas vocation à être le seul outil, mais comme on va le voir, hein, c'est un modèle avec beaucoup de paramètres et l'idée, ça va être que, au fur et à mesure du développement du service, de la montée en maturité de l'entreprise, il y ait de plus en plus de ces paramètres qui remontent de façon automatique et donc que ce soit connecté
à d'autres outils comme Scaphandre, comme l'API Boa Vista ou des outils commerciaux. C'est pour ça que, on a décidé de continuer de développer, mon modèle et de l'open sourcer pour, en faire, un commun numérique en amélioration continue qui puisse être critiqué par des experts à l'extérieur aussi. Parce que on sait tous à quel point le sujet, est immature et c'est compliqué, pour, une seule, entité, d'avoir, toute l'expertise, suffisante, pour faire un projet, de cette ambition et donc je l'ai développé en Python pour pouvoir avoir beaucoup plus, de flexibilité, que ce que j'avais avec, mon modèle Excel. Pour le coup, aujourd'hui, eFootprint, c'est quoi? En gros, ça revient, un petit peu à ce que j'avais avant, c'est-à-dire qu'on aura toujours, des serveurs, du stockage, des étapes de parcours utilisateur, des devices utilisateurs et une description, de l'usage. Il y a une abstraction qui a été rajoutée, dans eFootprint qui est la notion de service. Notamment, un même parcours utilisateur pourra faire appel à des services différents, eux-mêmes installés sur des serveurs différents ou bien même, plusieurs services installés sur le même serveur, pourquoi pas. Mais là où, eFootprint va être, beaucoup plus puissant qu'un modèle Excel et intéressant pour refléter la complexité des systèmes réels, c'est que tous ces objets vont pouvoir être combinés, heu, autant de fois qu'on le souhaite, en ayant par exemple un même parcours utilisateur qui est, exécuté par différentes populations de devices avec des patterns d'usage, différents. Ce que vous voyez là sur, la slide, c'est, un graphe qui montre une modélisation eFootprint, on va dire la plus simple possible, où, on a la description, de l'usage. Là, c'est une petite modélisation de l'usage, de YouTube. Les points jaunes correspondent aux étapes de parcours utilisateur et nos 2 étapes de parcours utilisateur vont utiliser le même service qui est installé sur un serveur et fait appel à du stockage. En rouge, on a les points hardware, donc le serveur, le stockage et les laptops des utilisateurs, qui exécutent, le parcours utilisateur. Est-ce que déjà il y a des questions, à ce niveau-là? C'est bon, tout le monde suit? La vision pour, eFootprint, ça va être qu'on puisse très rapidement, dès la genèse d'un projet, faire une modélisation du système, en fait, en parallèle du business case, parce qu'il y a certaines des hypothèses du business case qu'on va retrouver, dans le modèle eFootprint, notamment la description, de l'usage et qu'au fur et à mesure où le système se construit de façon réelle, on fasse remonter de plus en plus, de la donnée réelle pour avoir un jumeau numérique du service numérique qui évolue en même temps que le service physique, mais qui reste toujours un modèle. Et donc, on peut faire varier les hypothèses du modèle, varier les variables d'entrée et voir l'impact sur la consommation d'énergie, la consommation de ressources et les émissions de CO2 notamment. C'est donc ça qui va nous permettre de piloter le système. Et l'avantage, d'avoir un modèle dans lequel on peut mettre des hypothèses, c'est qu'on va pouvoir avoir des ordres de grandeur sur, les domaines qu'on n'est pas encore capable d'observer avec de la mesure, plus fine. On peut se projeter dans le futur sur les features qui sont pas encore, développées et le fait de pouvoir même faire la modélisation avant même que le système lui-même, soit développé, ça permet de penser l'éco-conception le plus en amont possible et on sait très bien à quel point les étapes de design, sont importantes. Donc c'est tout pour la présentation, haut niveau, d'eFootprint, un peu la vision, le pourquoi du projet. Je vais rentrer un tout petit peu dans le détail des objets et merci pour le passage de slide. Alors, on peut aller au bout de l'animation de cette slide pour voir tous les objets d'un coup. Voilà, ouais, du coup. Donc un petit récapitulatif, des objets où c'est les objets, hein, dont je viens, vous parler avec une vision un tout petit peu plus technique. Donc à gauche, on a tout ce qui est plus, usage et terminaux utilisateurs. Donc une description de l'usage, heu, avec des étapes de parcours utilisateur qui sont, exécutées, dans une population de devices dans un pays donné, et les décalages horaires vont être pris en compte et chacune de ces étapes de parcours utilisateur fait des appels via le réseau à un service
qui est installé sur un serveur et sauvegarde la donnée dans du stockage. Et le service, étant installé sur un serveur, de base, il va consommer une certaine quantité de RAM et de CPU. Et avec chaque appel des étapes de parcours utilisateur, il va demander des ressources supplémentaires au serveur. Maintenant, dans la slide suivante, côté usage, on a dans le modèle eFootprint, on a une description de l'usage qui est simplifiée et qu'on va améliorer au fur et à mesure. Pour l'instant, c'est un usage avec une journée type qui se répète, découpée en 24 heures, et le service est actif ou inactif sur les 24 heures. Enfin, en fait, le pattern d'usage est actif ou inactif, c'est-à-dire un parcours utilisateur donné qui est exécuté sur une population de devices, ça va être on ou off sur chacune des heures de la journée. Quand on rajoute à cette hypothèse l'hypothèse que les visites sont réparties de façon homogène et qu'on connaît la fréquence de visite, ça va nous permettre de calculer le nombre de visites en parallèle et donc derrière le nombre de requêtes en parallèle sur les serveurs et vous l'avez compris, le profil de demande en ressources serveur par serveur. Du coup, sur la slide suivante, on va voir pour les serveurs, on peut avoir des schémas d'usage qui vont faire appel à différents services, hein. Je vous disais qu'un même parcours utilisateur peut faire appel à des services différents. On peut aussi avoir différents services qui sont installés potentiellement sur le même serveur. Et du coup, au niveau d'un serveur, ayant calculé le nombre de visites en parallèle sur chacun des services et les demandes en ressources associées, on va pouvoir avoir un profil de consommation comme ça sur une journée type en CPU et en RAM. Et derrière, suivant que le serveur est sur le cloud ou pas, on va pouvoir calculer le nombre d'instances. Donc, si le serveur est on-premise, le nombre d'instances nécessaires, ce sera le nombre d'instances calculé en fonction des besoins en ressources maximum. Et s'il est sur le cloud, on va prendre en compte de l'autoscaling et donc le fait que le nombre d'instances moyen sera plutôt égal à un besoin en ressources moyen au cours de la journée. Voilà, c'est tout pour les parties un peu conceptuelles. Quels sont les différents objets, un peu e-footprint de haut niveau de façon non technique. Si vous avez des questions, ça peut être un moment pour les poser. Et sinon, je vais vous montrer un petit peu en pratique dans le code comment est-ce qu'on se sert d'e-footprint, à quoi ça ressemble, et puis un petit peu les fonctionnalités que les objets Python nous donnent. Romain a une question. Oui, Vincent. D'abord, merci pour la mise en bouche. Est-ce que, alors, question très naïve pour être sûr de ne pas avoir raté un métro au début. J'ai un service donné de bout en bout, un service numérique. Est-ce que la façon de le modéliser dans le framework eFootprint, c'est en quelque sorte une description explicite, manuelle, à la main de l'architecte logiciel, de la dev team, mais qui va faire, on va dire, un effort concret de description, ou bien, alors aujourd'hui ou demain, sans préjuger de la roadmap, ou bien est-ce que eFootprint, enfin, la description de l'architecture pourrait, selon toi, être en partie rétro-ingénierée à partir de la base de source et du CI/CD en se disant finalement, en voyant l'architecture du code et la façon dont il est déployé, j'ai une espèce d'auto-configuration pour en extraire un modèle eFootprint. Je ne sais pas si ma question est claire. Si, enfin, c'est une question extrêmement pertinente. Alors aujourd'hui, Print, c'est vraiment
uniquement la modélisation. Donc, c'est des objets Python qui représentent des serveurs, du stockage, des schémas d'usage qu'on va pouvoir lier les uns avec les autres, et derrière toute la logique de calcul qui fait que quand on change un paramètre, les autres paramètres se recalculent bien et qu'on va pouvoir comprendre les relations de cause à effet dans le système. Et aujourd'hui, très concrètement, c'est 100% de la construction à la main dans le code Python. Très vite, il va y avoir une interface qui permet d'avoir l'interface graphique pour plus facilement faire ces modélisations. Et ensuite, oui, ça va être clairement faire partie, en fonction de l'usage qui est fait d'eFootprint, de voilà quel juste milieu on trouve avec eFootprint entre passer trop d'efforts à modéliser et trop peu d'efforts. On va essayer d'automatiser un maximum de choses. Donc effectivement, notamment côté infra, peut-être en analysant des scripts Terraform, en analysant du code, pourquoi pas, essayer d'automatiser au maximum, c'est clair. Mais pour l'instant, voilà, ce qui est open sourcé, c'est vraiment cette logique de modélisation, d'avoir ces objets qui existent et qui ont leurs attributs physiques qui se recalculent automatiquement en fonction de leurs relations les uns avec les autres. Super. Je te remercie. Et il y a Eric qui... Franck, next one. Ouais. Oui, merci Vincent. Je voudrais aussi revenir un petit peu au début. Publicis, c'est des éléments de communication grand public. Je vois des usages patterns et je vois des services, mais et la couche réseau et la question de mon utilisateur YouTube qui serait dans le TGV. Comment vous prévoyez en fait les calculs d'impact, voire les calculs de contraintes de bande passante ou de questions d'encryption sur toute cette partie réseau? Alors, moi, je travaille pour Publicis Sapiens, donc juste pour clarifier, parce qu'effectivement, il y a Publicis dans le nom du groupe. Ça appartient au groupe Publicis, mais Publicis Sapiens, c'est une boîte de tech. On fait de la transformation digitale pour nos clients. On est une grosse entreprise de 25 000 personnes dans le monde, 250 en France. Donc, les problématiques desquelles je viens, c'est vraiment des problématiques on construit des services numériques pour nos clients, c'est ça notre cœur de métier, c'est pas la communication, même si on appartient au groupe Publicis. Et pour ce qui est de la modélisation réseau, le réseau, il fait partie, quand on définit un schéma d'usage, ça relie un parcours utilisateur, une population de devices et un réseau. Donc tous les échanges d'informations passent par cet objet réseau. Et aujourd'hui, la modélisation du réseau, elle est très simple. C'est un facteur d'émission de temps d'énergie par giga de données transférées. Donc on peut modéliser le fait que certains usages se font dans le train sur du réseau mobile et d'autres se font à la maison sur du réseau Wi-Fi. Voilà. Ensuite, peut-être qu'il y a certainement qu'on pourrait rendre cette modélisation du réseau plus poussée que juste un facteur d'émission. Aujourd'hui, c'est l'état du système. C'est juste par rapport à la question de pouvoir facilement faire des projections de que se passe-t-il si je passe en mode mobile sur mes usages. Est-ce que c'est juste un paramètre à modifier? Est-ce que je peux facilement voir l'impact d'un passage en mode mobile de mes services? Ou est-ce que faut redupliquer la base d'usage? Alors, il y a une... ça va dépendre de ce que ça implique, ton passage au mobile. eFootprint, et on va rentrer là dans le code, je vais faire la petite démo Python. C'est des objets qui permettent de décrire les serveurs, le stockage, etc., avec leurs attributs physiques, leurs relations les uns avec les autres. Donc, il y a le modèle vraiment en tant que tel et les calculs qu'il permet de faire. Ensuite, il va y avoir toute une génération de classes de builder eFootprint. Par exemple, là, je suis en train de travailler des fonctions qui permettent de créer un serveur eFootprint à partir de juste un nom de provider de cloud et un nom de modèle de machine en utilisant l'API Boa Vista. Donc, on peut imaginer des fonctions plus haut niveau qui vont permettre de faire le genre de choses
que tu dis, genre une fonction convert to mobile qui va gérer le système eFootprint pour faire les changements dans les objets qui vont bien pour faire cette transformation. Mais le modèle de base, c'est vraiment ces objets-là et leur logique qui permet de calculer leur consommation d'énergie notamment, et puis leur nombre d'instances pour les serveurs et le stockage. Et Vincent, si tu me permets d'ajouter un complément. Ouais. Ce qu'il faut bien faire attention sur ce type de modèle, c'est qu'il ne faut pas le réutiliser pour aller mesurer un YouTube, un Netflix, un OpenAI, parce qu'ils ont des infrastructures tellement convergées, des architectures tellement adaptées à leurs points qu'ils vont souvent être aux limites de ces modèles-là. Donc c'est davantage pour évaluer une application qu'on va construire en interne, etc., plutôt qu'un gros qui distribue de l'information de manière mondiale. On est vraiment sur des architectures qui sont vraiment différentes et qui seront à un autre level de modélisation, je pense. En fait, le modèle eFootprint, il a beaucoup de variables. Donc, il y a des limites inhérentes à eFootprint où certaines choses peuvent être difficiles à modéliser. Ensuite, ce qui sera souvent limitant, c'est la connaissance qu'on a du système. Donc, effectivement, dans le cas d'un système très mondialisé, bon, il se trouve que l'exemple que j'utilise, c'est YouTube, mais j'assume le fait que c'est une modélisation hyper simpliste et qui n'a pas vocation à aider à de la prise de décision. C'est plus pour mais voilà, n'ayant pas d'informations sur le système qu'on cherche à modéliser, forcément, on a beaucoup d'approximations. Je vous propose de passer à la partie démo. Alors, je vais essayer de partager mon écran. Je ne sais pas si j'ai la main. Je ne suis pas sûr d'avoir la possibilité de partager là. Alors c'est Laurent qui doit te la donner. Yes. Attends, je te la donne, Vincent. Voilà, ça devrait être bon là. Ok, ouais, merci. Ok. Vous devez voir mon écran normalement. Ouais. Très bien, donc voilà, je vous amène sur la page du repository GitHub d'eFootprint. Donc, pour les personnes qui font pas de code, ne vous inquiétez pas, on va pas rentrer dans le détail juste pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Et on va parcourir ensemble le Quick Start Print. Donc pour installer eFootprint, il y a juste une commande à faire et on va la faire ensemble. Et ensuite, on va parcourir le Quick Start, c'est-à-dire un petit script dans la modélisation très simple où on va créer un serveur, un stockage, un service, un petit parcours. Puis on va voir les résultats qu'on arrive à obtenir. Donc je vous ai créé mon terminal où on va faire le code et ça va bien se passer. N'hésitez pas si vous avez des questions. Il y aura des petits aspects techniques, mais on va vraiment se concentrer juste sur la logique. Ça devrait être compréhensible même pour des personnes qui ne codent pas. Donc, juste toute petite base en Python. Si on veut utiliser un module, il va falloir l'importer pour pouvoir utiliser ses fonctions. Donc là, j'ai pas installé eFootprint, donc je ne peux pas l'utiliser, c'est normal. Et donc, je vais faire la petite commande qui est indiquée sur GitHub. Et voilà, c'est la petite commande magique que les gens qui font du Python connaissent bien. Quand on fait pip install et le nom d'un package, ça télécharge le package. Et donc maintenant, quand je reviens dans Python et que je fais import eFootprint, ça ne marche toujours pas. Et alors là, on est en plein dans un effet démo super. Qu'est-ce qui se passe ? Eh ben ça, c'est génial. C'est normal, l'inverse serait évident. Ok, bon, je sais pas ce qui s'est passé, là ça marche. Donc
eFootprint est installé. Je vais pouvoir, là, je vais copier toutes les fonctions. Enfin, ça, c'est juste des lignes techniques qui nous permettent de pouvoir utiliser les différents objets du code. Donc, on voit qu'on va pouvoir utiliser les objets storage, service, device population, etc. Et donc, pour créer un serveur dans eFootprint, eh ben, on va tout simplement utiliser l'objet. Là, il s'appelle autoscaling parce que c'est un serveur sur le cloud qui va avoir la possibilité de faire évoluer son nombre d'instances en fonction de la demande en ressources du système. Et donc, pour créer un objet, c'est juste une liste d'attributs. Donc, on va lui donner l'information de l'impact carbone de sa fabrication. Ici, c'est 600 kg pour une instance de serveur, sa puissance, sa durée de vie, sa puissance au repos, la quantité de RAM, le nombre de corps CPU, PIE, usage effectiveness du data center dans lequel il est, et puis l'intensité carbone de l'électricité qu'il consomme et son taux d'utilisation, ici à 0,9 parce qu'on se dit que c'est du cloud, que c'est assez bien mutualisé. Derrière, j'ai des attributs pour mon serveur, donc son intensité carbone moyenne par exemple. On voit que c'est bien du 100 grammes par kilowattheure et c'est normal, c'est parce que c'est ça que j'ai indiqué dans les inputs quand j'ai créé le serveur. Maintenant, chacun des objets eFootprint, il a une liste d'attributs qui sont calculés. Bon, par exemple, ici, la RAM disponible ou bien le nombre d'instances. Et puis, évidemment, l'impact de la fabrication des instances, l'impact de l'énergie consommée par l'objet aussi. Mais si je fais, par exemple, serveur.energyfootprint, là, on n'a rien parce que on ne peut pas calculer son energy footprint tant qu'il n'y a pas de schéma d'usage associé à ce serveur. Et on va voir que les calculs se font au fur et à mesure qu'on décrit le système. Pour le stockage, c'est le même principe. Je ne vais pas rentrer plus dans le détail. Ensuite, je vais créer un service. Donc, un service, c'est un lien avec un serveur, un stockage. Donc, ça va faire le lien avec les objets qu'on a créés juste avant. Il a une certaine consommation de base de RAM et de CPU également. Donc ça va affecter la RAM disponible par instance de serveur et le CPU disponible par instance de serveur. Ensuite, je vais créer les étapes de parcours utilisateur. Dans nos étapes, chaque étape de parcours va se lier à un service. Et donc là, on voit que différentes étapes de parcours vont pouvoir être liées à différents services. Il faudra juste avoir créé les services en amont. Et puis, on va donner des informations sur la quantité de données téléchargées et uploadées, le temps passé par l'utilisateur et la durée des requêtes. Et ces durées-là, elles vont permettre de calculer notamment le nombre de requêtes en parallèle sur les serveurs. On peut aussi spécifier la quantité de RAM et de CPU que chacune des requêtes va demander au service pendant la durée de la requête. Là, j'ai laissé les valeurs par défaut et on ne va pas trop rentrer dans ce détail-là qui est assez technique. Et on voit ici que j'ai des logs qui me disent que les calculated attributes de ces objets ont été calculés parce qu'en gros, on avait toutes les informations pour les calculer, donc ils ont été calculés au fur et à mesure. Par exemple, dans mon userjourney.calculated attributes, on voit qu'il y a la durée du parcours utilisateur, sa quantité de data download et sa quantité de data upload, qui sont simplement les sommes des attributs des étapes qui le composent. Et si je fais userjourney.duration, voilà, c'est 20 minutes et quelques, parce que on avait ici 20 minutes de user time spent et là 4 secondes. Et on arrive bientôt au bout. On va faire la population de device et le réseau.
Voilà, c'est des objets qui sont assez simples. La population de devices, c'est juste un nombre d'utilisateurs dans un pays donné et puis une liste de devices qui seront utilisés en parallèle. Donc ça pourrait être un laptop avec un écran externe ou avec une box. Là, j'ai juste mis le laptop. Et le réseau, c'est ce que je disais tout à l'heure. Un réseau, là, c'est juste un facteur d'émission. Donc ici, 0,05 kWh par giga. Enfin, on arrive à la partie description de l'usage. Et là, notre objet description de l'usage, il va faire le lien avec le parcours utilisateur, la population de device et le réseau, avec une indication sur la fréquence et puis une indication aussi un peu plus fine. Ici, ce sont les créneaux horaires. C'est la liste des créneaux horaires sur lesquels ce parcours utilisateur est actif. Je vous disais qu'on découpait la journée en 24 heures et que c'était actif ou inactif sur une heure. Bah là, ce parcours utilisateur, il est exécuté entre 7h et midi et entre 17h et 23h. Et c'est tout. On a modélisé notre premier parcours eFootprint. Pour avoir les résultats, maintenant, il faut juste englober nos schémas d'usage dans un système, parce qu'il peut y avoir plusieurs schémas d'usage pour un même système, évidemment. Et là, on voit qu'au moment où je crée mon système, tous les calculs vont se faire et que, donc, par exemple, pour notre serveur autoscaling, maintenant, si je fais serveur.energyfootprint.value, eh ben, j'ai le footprint du serveur qui a été calculé. Donc voilà, j'espère que les personnes qui ne font pas de code ont quand même pu suivre. A priori, les objets sont très physiques. Le but, c'est que chacun des objets hardware ait son energy footprint, sa fabrication footprint. Par exemple, ma device population, elle va avoir de la même façon une energy footprint. Et puis, comme je vous disais, l'intérêt d'eFootprint, c'est que c'est un modèle. Et donc, si on analyse ces données-là, on va pouvoir avoir des insights sur les sources de pollution du système. Donc là, c'est l'interface graphique du modèle eFootprint. Alors, c'est une interface provisoire. Ah, et puis, il y a un petit peu des bugs aussi. Bref. C'est une interface très provisoire qui va bientôt être remplacée par une interface beaucoup plus poussée. On va pouvoir avoir ce genre de graphe avec les serveurs, l'impact des serveurs, l'impact du stockage, du réseau, des devices, pour pouvoir voir le poids relatif de ces différents postes d'émission et puis creuser pour chacun des postes quelles sont les sources, quels sont les objets précis qui le composent. Et puis eFootprint, c'est un modèle. Donc une fois qu'on a compris d'où venaient les émissions, on va pouvoir faire une pratique et se dire bah tiens, peut-être que mon sujet c'est je sais pas le réseau ou bien le temps passé par mes utilisateurs. Et donc je vais faire varier mes variables eFootprint et voir quel est l'impact. Alors je vais juste vous montrer là je rajoute juste la possibilité d'avoir un niveau de log plus précis pour qu'on voit ce qui se passe dans le modèle quand on fait des changements. Donc, par exemple, si je change la durée passée par mes utilisateurs sur le streaming, donc ils ne vont pas passer 20 minutes maintenant, mais ils vont passer, je sais pas, 30 minutes. Donc si je veux mettre à jour cette valeur, je vais juste pouvoir faire mon streaming, comment ça s'appelle? C'est le user time spent. Mon streaming step.user time spent, maintenant c'est égal à, c'est pas 20 minutes, mais ce sera 30 minutes. Avec les bonnes unités. Et au moment où j'ai mis à jour ma variable, tous les calculs qui dépendent de cette variable sont recalculés automatiquement. Donc, le temps passé sur le parcours utilisateur global, il a été changé.
la durée du parcours global qui est la somme derrière au-dessus, du coup la puissance des laptops aussi, etc., etc. On n'a pas le même nombre de serveurs, et donc mon serveur .energy footprint .value, il n'est plus le... Alors là, là il est toujours... Il dépend, mais il n'a pas changé parce que la durée des requêtes n'a pas changé. Donc l'utilisateur passe plus de temps, mais la durée des requêtes reste la même. Donc du point de vue du serveur, c'est toujours la même chose. Mais par contre, les devices, l'énergie dépensée par les devices, elle, a évolué. On était à 6 millions de 6 millions de kilogrammes par an et on est passé à 9 millions. Globalement, c'est proportionnel à la durée passée par les utilisateurs. Voilà, je vais laisser la main à Youn pour parler du lien avec EcoBenchmark. S'il y a une question, là j'ai pas regardé le chat, je peux y répondre aussi juste avant ça. Je vais peut-être afficher la présentation, Vincent, pour la fin. Ouais. Amy, je peux reprendre la main pour repasser vos slides si vous voulez. C'est bon, merci, je vais... Okay. Merci. Juste quelques slides pour faire le lien avec l'écosystème Boavista derrière, pas que la partie EcoBenchmark d'ailleurs. Et juste un petit point, quand on fait une application en 2023, web, mobile, etc., c'est pas comme il y a 10, 15 ans, 20 ans, où on affiche des données qui proviennent d'une base de données, ce que font vos applications de gestion dans vos grosses entreprises ou chez vos banques, etc. Une application web, maintenant, ça va avoir plusieurs bases de données en fonction de la typologie de données et de documents. Ça va loguer pas mal de logs, pas mal de traces pour des questions de sécurité, pour des questions de GDPR, etc. Pour pouvoir faire des choses dans des bases de données spécialisées, dans des SIEM. Ça va appeler des services externes pour faire des calculs, pour envoyer des SMS, pour envoyer des mails, etc. Ça va faire appel à des modèles externes, que ce soit du LLM, que ce soit de la recommandation, tout ce qui est autour de l'apprentissage artificiel, autour de l'AI. Et donc, les applications web sont de plus en plus complexes, d'où des modèles de plus en plus compliqués pour modéliser ça derrière, d'où le travail de Vincent. Et le point, c'est que ça repose sur beaucoup de modèles existants qui sont de certains publics, d'autres privés, et comment on peut arriver à approcher un modèle le plus exact possible. Donc, c'est toi sur le prochain. Ouais. Là, ce que vous avez présenté, Vincent, c'est la partie API eFootprint derrière. Donc, vous avez montré l'utilisation d'une API en Python. Un des objets, c'est de pouvoir présenter des interfaces qui vont être, d'une part, adaptées à différents publics, avec différents niveaux de complexité, avec différents niveaux de pré-remplissage. Notamment, il y a eu la question où tu as répondu avec une analyse de projets existants, du Terraform et tout ça. Et il y a aussi que le modèle eFootprint doit aussi reposer sur des modèles. OK, on a pu avoir le nombre de serveurs, l'utilisation des serveurs, la bande passante, etc. Mais à partir de quel modèle existant on va faire le calcul derrière. Et un des points, justement, c'est c'est la connexion que Vincent a déjà faite sur la partie API Boavista infrastructure. Mais par exemple, ça serait de le connecter sur les résultats de l'EcoBenchmark. L'enjeu, c'est avec les résultats de l'EcoBenchmark qui a été présenté l'année dernière, c'est de pouvoir en faire un modèle. Et si tu vas sur la slide suivante, ouais. C'est de pouvoir aller chercher les données qui ont été mises au niveau de l'API, de prendre uniquement les données qui correspondraient à la partie EcoBenchmark, d'avoir par exemple le langage utilisé, les bases de données utilisées, le type d'architecture, le type d'API, et ensuite, de pouvoir en retourner un coefficient de boost. Est-ce qu'on va consommer un peu moins ou un peu plus? Et du coup, pouvoir demander plus ou moins d'infrastructures à calculer à la partie Boavista API actuelle. Donc ça, c'est un des exemples. Et si on va qu'on voudrait réaliser cette année. Mais si on regarde ça, c'est voilà, la bande passante a été évoquée tout à l'heure. Il y a eu un très bon article de Greenspector sur la comparaison de pas mal de modèles d'analyse de bande passante.
il y a plusieurs choses qui reviennent. Voilà, comment on peut améliorer les fondations de eFootprint pour avoir des modèles plus conséquents, plus étudiés, avec plus de retours, ou même avoir du choix de modélisation pour approcher tel ou tel standard. Et donc pouvoir, derrière la belle API, pouvoir vraiment consolider cette partie fondation-là. Avec des travaux, par exemple, côté AI avec Samuel, etc., avec tous les différents groupes côté Boavista et externe. Voilà pour le lien avec l'écosystème Boavista, pour inclure l'initiative dans quelque chose de plus global derrière et renforcer les points faibles tout en maintenant les points forts. Merci beaucoup, Youn. On arrive bientôt au bout du temps. Je vais juste, avant de conclure, vous montrer à quoi ça ressemble de se connecter à une API existante. Donc, je vous disais, la connexion avec Boavista, alors elle est en cours de dev, mais je peux déjà vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Donc, il y a l'API Boavista que vous connaissez évidemment, qui permet de récupérer des informations serveurs en fonction du provider de cloud et du type de machine. Et donc, avec une fonction qui est beaucoup plus simple que la fonction serveur où il fallait renseigner soi-même toutes les valeurs. Là, j'ai juste renseigné l'impact carbone, l'intensité carbone de l'électricité. Et mon AWS serveur, c'est maintenant, il a par exemple sa puissance. Elle a été calculée, elle a été récupérée. Derrière cette fonction, il y a un appel à l'API Boavista qui est fait. Et donc, cette valeur-là, elle vient de l'API Boavista. Par rapport à l'amélioration d'eFootprint, pour vous montrer comment le système pourrait être amélioré grâce à vos contributions, il y a des fonctions notamment qui permettent de visualiser la généalogie des calculs. Donc, pour ici un cas simple de l'énergie dépensée par les laptops, on voit quelle est la formule, on voit quelles sont les valeurs numériques et le résultat, et puis on peut remonter dans l'arbre généalogique pour arriver jusqu'aux inputs utilisateurs ou bien les hypothèses. Et évidemment, on a des calculs qui sont plus ou moins complexes. Quand il s'agit de calculer l'impact des serveurs, c'est un petit peu plus compliqué parce qu'il faut le besoin en RAM heure par heure, pour le coup calculer le nombre d'instances, etc. Mais on ne va pas rentrer dans ces détails aujourd'hui, évidemment. Les next steps, très rapidement, donc faire une API pour pouvoir alimenter différentes interfaces et puis permettre d'utiliser le modèle avec d'autres langages que Python. Une interface graphique pour pouvoir manipuler le modèle. Là, encore une fois, celle que je vous ai montrée, c'est une interface très provisoire où on peut créer un service avec uniquement un serveur, un stockage, et il n'y a pas du tout cet aspect combinatoire qui est l'intérêt d'eFootprint. Donc, il va falloir une interface plus puissante. Les études sur l'estimation des besoins back avec l'activité front, connaissant la technologie utilisée, c'est ce dont parlait Youn, avoir ces coefficients de boost en fonction de la techno utilisée pour faire le lien entre le front et le back. On travaille avec BookAlpha aussi dessus. Et puis, pour revenir dans le sens des questions de tout à l'heure, essayer d'automatiser au maximum la construction des modèles eFootprint, notamment à partir des données d'usage. On se doute bien que on va pouvoir informer les parcours utilisateurs. Donc, il y a un travail là-dessus avec Laurent Néjon et Tanguy. Ensuite, il y a d'autres chantiers sur le modèle en tant que tel, notamment les descriptions temporelles, avoir vraiment une timeline une timeline peut-être sur l'année et une description de l'usage qui soit plus modulaire, pas forcément que à la journée. Voilà, il y a évidemment des choses à améliorer dans la logique du modèle lui-même. Et puis, comme toujours, la com, c'est hyper important. J'ai présenté à l'Impact Summit le mois dernier. Je vais vous repartager la vidéo. Et puis, je vais, par exemple, soumettre un CFP à Devox et parler à d'autres confs pour gagner de l'attraction et rassembler des contributeurs et évidemment également au sein de Boavista. Il est midi,
Merci à tous pour votre attention. S'il y a Vincent, il y avait des une question de questions. Romain. Ouais. Il demandait si d'autres langages Python sont prévus. Il faut une print ne pourrait-il pas avoir un jeu simple de décorateur syntaxique dans différents langages? Alors, je ne sais pas, je connais pas enfin, c'est pas un domaine que je connais, on pourra en discuter. Comment faire pour porter des choses dans d'autres langages? Ouais, Romain, si tu... Non, j'ai peut-être surinterprété, parce que c'est toi qui parlais à l'instant, je t'ai peut-être mal compris d'autres langages, et auquel cas, je dis, bah, en fait, pour faire de la description à la volée, en fait, dans le code, même si on n'utilise pas eFootprint pour ses fonctionnalités propres, mais juste en tant que librairie pour, dans le service numérique considéré, d'écrire avec un petit jeu de décorateur, bah, voilà, mon serveur A, mon serveur B, ça c'est cette URL-là, ça va taper vers un AWS, vers un YouTube. Voilà. Ouais, quand on code son service, de prévoir que déjà dans le code, on va générer automatiquement une partie du modèle. C'est ça. Voilà. Clairement, ça fait partie des pistes à explorer. À l'heure actuelle, j'ai pas du tout réfléchi, mais si tu as des idées que ça t'inspire, avec plaisir pour en discuter plus en détail. Et du coup, j'avais mal compris la question, moi, parce que là, ce qu'on avait commencé à regarder avec Vincent, la partie dont je vais m'occuper, moi, c'est de pouvoir créer un Swagger, c'est-à-dire qu'on a une API web qu'on peut appeler en HTTP qui pourra permettre d'utiliser l'API sans faire du Python en choisissant son langage préféré derrière, pour avoir un accès qui soit agnostique. Oui, voilà. Avec l'API web, on pourra envoyer une description de l'ensemble du système, de l'ensemble des objets et de leurs relations sous forme d'un dictionnaire JSON, et l'API pourra répondre avec un autre dictionnaire, les objets et puis leur consommation associée. Donc j'avais compris la question, pas du bon sens. Donc. Il y a Benoît qui dit, est-ce qu'on ne devrait pas réfléchir à une cohérence avec Brightway et ou Cloud Access, LCA as code? Ouais, je connais pas Brightway. Ouais, pour éclairer. Non, mais c'est une question un peu ouverte. Brightway, pour essayer de le résumer sans trop déformer le truc, c'est une librairie Python c'est un moteur pour faire de l'ACV. Donc ça peut faire ce que fait un logiciel d'ACV, mais en Python. Okay. Mais de manière générique, pas spécifique au numérique, pour le coup. Et Cloud Access LCS Code, c'est le projet de Resilio et Clace. Et donc LCS Code, c'est un langage pour faire de l'ACV programmatiquement. Et Cloud Access, c'est une implémentation de ce langage pour évaluer les impacts en particulier chez les cloud providers. Donc c'est pas exactement le même périmètre que ce que toi tu présentes, mais en tout cas c'est un peu une question ouverte, une réflexion ouverte. Je me dis, commence à y avoir des initiatives parallèles pour rendre l'évaluation programmatiquement possible, pour schématiser. Et du coup, je me dis, côté Brightway, peut-être qu'il y a des choses intéressantes à piocher parce que c'est des gens qui maîtrisent bien la CV a priori, qui ont fait la librairie. De l'autre également, et puis là, toi, t'arrives avec une vision intéressante parce que c'est très pratico-pratique, on peut très facilement et très rapidement mettre en place l'évaluation pour un contexte numérique. Et du coup, je me dis, voilà, est-ce qu'il y a, je sais pas de quelle nature, mais je me demande s'il n'y a pas des ponts à faire ou juste mettre les personnes de chaque projet autour de la table pour réfléchir peut-être à une cohérence au niveau de l'écosystème. Ouais, ça marche. Merci pour le partage. Je vais regarder ces projets. Donc ça permettrait d'avoir une sémantique de l'API qui soit plus partagée avec les autres et plus facile à lire pour tout le monde. C'est ça ce que tu veux dire, Benoît? Potentiellement, ouais. Je me demande si il n'y a pas moyen de trouver des points de convergence pour standardiser certaines choses, de manière à ce que ce soit pas des projets qui au bout d'un moment commencent à se marcher sur les pieds, même si ça a pas l'air à ce stade. Ça a l'air de couvrir des zones différentes, mais j'ai l'impression qu'il y a des points de connexion possibles, mais je les identifie pas encore. Ouais, tout à fait. Ça vaut le coup d'explorer en tout cas. Merci beaucoup pour votre attention. Là, on est au bout du temps.